Bonjour Frédéric. Bonjour. Comme on dit chez moi, ça pleut, ça mouille, c'est la fête à la grenouille. Oui. On a eu pas mal de pluie, notamment des records de précipitations ces 2 derniers jours, et notamment sur Caen, sur la Basse-Normandie. Bref, alerte inondation, des inondations qu'on a vécues aussi tout l'hiver dernier. L'occasion de revenir effectivement sur les conséquences graves. C'est Actu Plus du jour. Oui, et l'actu, c'est que si vous êtes un Parisien qui utilise la station de RER et de métro Saint-Michel, eh bien, bonne nouvelle, regardez, parce qu'elle va C'est une autre station. rouvrir. Elle rouvre, oui, c'est une autre station. Elle rouvre. Vous voyez, la ligne C du RER, c'est cette ligne qui est au sud de la Seine, qui est en jaune foncé. Et vous voyez qu'elle longe véritablement la Seine sous la chaussée à quelques mètres du fleuve. On va continuer de voir ces images parce que ce qui est problématique, c'est que dès que la Seine commence à déborder, eh bien, ça devient une passoire, que ce mur qui sépare le fleuve de la voie du RERC. Et alors, les agents de la SNCF installent des pompes, essayent de colmater les brèches, mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Il y a 2 mois et quelques, la ligne entière a été fermée dans le centre de Paris. Et puis, ça pose des problèmes électriques. Vous voyez, on est obligé à un moment d'éteindre l'électricité. Les bétonneuses sont mises en précaution parce qu'il faut parfois murer des accès et aussi des bouches d'aération de ce RERC. Du point de vue de l'électricité, il y a même parfois quelques immeubles qui sont coupés pendant quelques temps. Vous voyez ici donc ces images pour ce qui est de cette ligne de RER. En plus, quand l'eau est redescendue, on a découvert que dans la station Saint-Michel, qui est donc en plein milieu de cette ligne et en plein milieu de Paris, il y avait de l'amiante, donc il a fallu qu'on l'enlève. Et enfin, c'est pour ça que ça a pris 2 mois et demi. On n'a peut-être encore rien vu parce que du point de vue de la crue, le grand précédent, c'est 1919. Vous allez voir des images, c'est la crue de référence. Voyez Notre-Dame, également l'entrée de l'Assemblée nationale où les députés à l'époque doivent se rendre en bateau. L'eau monte jusqu'à la gare Saint-Lazare, qui est pourtant à 1 km et quelques du fleuve. De même que l'esplanade des Invalides, qui elle est beaucoup plus près de la Seine, mais qui est totalement envahie par les eaux. Une centaine de rues sont inondées. En plus, ce n'est pas de l'eau propre, parce que ce sont les égouts qui débordent. Confirme, Bah oui, par-dessus le marché. Plus de 20 000 immeubles sont touchés, plus de 30 000 maisons en proche banlieue en 1910 toujours. La moitié du métro est arrêté. Le ravitaillement par bateau de la Seine n'arrive plus parce qu'il est impossible pour les bateaux de passer sous les ponts. Rapporté en monnaie d'aujourd'hui, cette inondation de 1910 aurait coûté 1,5 milliard environ, mais aujourd'hui ce serait beaucoup plus. On estime à 30 milliards le coût d'une inondation comparable. Vous voyez cette animation intéressante sur les paysages d'aujourd'hui. On a rajouté les inondations de 1910, la gare de Lyon, les rues de la capitale. À Venise. Il y a aujourd'hui 400 entrées de métro qu'il faudrait colmater en cas d'inondation de ce genre. L'ennui, c'est que la région parisienne est 3 fois plus peuplée aujourd'hui qu'il y a un siècle. Bravo. Et donc, vous voyez, Gennevilliers, Saint-Denis, Colombes seraient presque entièrement sous les eaux, de même dans le centre de l'agglomération que le Louvre, par exemple, dont il faudrait mettre les collections à l'abri. Oui. Et nous, on ne serait pas les pieds dans l'eau. Nous, ici, Oui, à France les Télévisions. téléspectateurs ne savent pas que la Seine coule juste derrière le studio. Effectivement, nous aurions quelques ennuis, très probablement. Par rapport à 1910, ce qui se passe aussi, c'est que l'économie est beaucoup plus pointue et beaucoup plus fragile. Il y a des secteurs de pointe qui, si le ravitaillement n'arrive plus, tout de suite sont désorganisés. Alors, c'est vrai que il y a aussi la technologie qui aide à la prévention des crues, parce qu'il y a des installations en amont. Il y a des bassins de rétention, par exemple, comme celui que vous voyez ici, mais qui peuvent être vite saturés. Par exemple, ici, on est en 2016. Dès le début de la crue de la Seine, les bassins étaient presque pleins parce qu'on ne peut pas faire grand-chose contre l'eau. Stocker par rapport à un fleuve en furie, ça ne marche qu'un petit temps. On ne sait pas trop ce que va faire le réchauffement climatique. Est-ce qu'il va apporter des tempêtes et donc plus de pluie et d'inondations? Est-ce qu'au contraire, il y aura des sécheresses et moins d'inondations? Ça, on verra avec le temps. Pour l'instant, c'est un peu difficile à dire. Verra. Voilà. Et je vous parle de Paris, c'est pas par parisianisme, c'est parce que c'est la ville la plus densément peuplée, non seulement de France, mais d'Europe, et une des plus denses du monde. Et puis aussi parce qu'elle est dans une cuvette, ce qui n'arrange rien. Et j'ajoute qu'on a délibérément fermé les yeux sur tous ceux qui ont rejeté les boues polluées, parce que les limons et boues qui sont déposés pendant la crue ont été analysés. Il s'est révélé qu'ils étaient effectivement pollués, qu'il valait mieux pas les remettre dans le cours de la Seine. Ça a pourtant été fait, et en grande quantité, mais c'est sans doute une histoire d'économie, ou plutôt de dépenses. D'industriel, vous voulez dire? Merci Frédéric.